Ah Je non, l'enregistre, c'est une ouais. option. Ah ouais, non, mais fallait attendre un petit peu. C'est pas grave. OK. Pour l'instant, personne n'entend, c'est ça? Ouais, D'accord. alors en théorie. Donc, on va démarrer dans 1 minute. Tu on nous entend. Bon, bah, écoute, parfait. Oui, je trouvais ça bizarre aussi. Ouais, mais je pense que c'est en mode automatique quand on lance la diffusion et non, j'ai plus l'option. Donc, est-ce que je pense que vous êtes en train d'arriver tous sur cette web formation. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous nous entendez et vous nous voyez. Est-ce que tout est OK? OK, parfait. Écoute, 14h59, on est redoutablement dans les temps, mon cher François. C'est bien signe. Magnifique, parfait. Bon, à l'instant que toutes les personnes arrivent, déjà, je te remercie d'être avec nous, mon cher François. Alors, ça me permet de présenter tranquillement ce qui va se passer, en sachant qu'on a plus de 150 personnes qui se sont inscrites sur ce webinaire. Donc, on voit bien que le thème de la diversification pour l'infirmière est un sujet qui est extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, on va orienter un petit peu cette web formation sur la notion juridique. On va parler des différentes options que l'infirmière peut avoir dans le cadre d'une diversification un petit peu plus liée à l'esthétique, tout en sachant qu'aujourd'hui, l'infirmière, elle peut faire beaucoup de choses. Donc, avant de se lancer, François, merci d'être avec nous. Donc, François Pinturo, qui est le directeur général de Medoptim, dont la spécialité est l'accompagnement des infirmières. En quelques mots, François, tu peux nous présenter ta spécialité? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis François Pinturo. J'ai créé il y a 4 ans avec mon ami et associé Violaine De Filippi, qui est avocate en droit des entreprises, une société qui s'occupe de faire des transitions en CELARL clé en main. Alors peut-être que tout le monde, je pense que tous les soignants libéraux ont plus ou moins entendu le mot une fois, sans forcément savoir comment ça fonctionne. C'est une idée qu'elle avait eue, Violaine, à l'époque, parce qu'elle avait récupéré des dossiers en tant qu'avocate qui étaient bloqués depuis 2 ans sur une transition en société. Donc, l'idée, c'est, quand on est libéral, on peut exercer en tant qu'entrepreneur individuel, donc en tant que personne physique, ou en société, donc en société d'exercice libéral à responsabilité limitée, qui est l'équivalent de la SARL. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est des accompagnements clés en main de l'un à l'autre en sélectionnant la meilleure façon de faire et dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Oui, parce que alors ça sera le thème d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une infirmière, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, une infirmière, elle est confrontée à un certain nombre de difficultés. Alors, je me présente aussi. Moi, je suis Christian Tomaso. Alors, je pense que tout le monde me connaît. Je suis le président de la société César, et on accompagne au quotidien l'ensemble des infirmières, mais aussi des médecins, dans le cadre de leur diversification vers la médecine esthétique, dans le cadre de médecins, et vers l'esthétique médicale ou l'esthétique technologique pour les infirmières. Et aujourd'hui, les infirmières, elles sont confrontées vraiment à une vraie difficulté. On le voit dans l'ensemble de nos séminaires. D'ailleurs, tu sais, assez régulièrement, pour préparer l'ensemble de nos séminaires, je regarde les chiffres. Et il y a un chiffre qui est très parlant, puisqu'on a commencé nos séminaires de formation avec les infirmières en 2014. Et en 2014, on avait, en chiffres syndicaux, une infirmière sur 5 cherche à changer de métier, non pas se diversifier, à changer de métier. Donc, on était dans l'ordre de à peu près 20%. En 2021, il y a eu exactement la même étude et on est passé à 40%. Donc, on a fait 100% d'augmentation en 7 ans. Donc, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'on voit bien que le monde de l'infirmière est en train de se corser un petit peu, et ça donne des envies ou au moins un souhait de travailler différemment. Et d'ailleurs, en attendant que tout le monde rentre dans la salle, on a préparé un petit sondage que je vais publier. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, de savoir quelles sont aujourd'hui les raisons pour lesquelles vous êtes avec nous aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que les horaires sont aujourd'hui un peu compliqués? Est-ce que c'est parce que l'équilibre familial de votre statut libéral, c'est-à-dire vous démarrez tôt, vous finissez tard, euh, vous pose un souci, vous avez envie de travailler un petit peu différemment? Est-ce que c'est
La pression administrative, alors je pense que c'est une vraie pression administrative, ça veut dire la relation avec la CPAM. Est-ce que c'est les patients aussi qui sont devenus un peu plus exigeants? Est-ce que c'est la fatigue physique? Moi, je suis confronté, on en reparlera peut-être tout à l'heure, avec des infirmières qui commencent à avoir de sérieux problèmes de dos ou des problèmes d'épaule parce qu'elles sont tout le temps en train de manipuler et qu'elles veulent travailler différemment. Il y a aussi la notion de rémunération. Alors, là-dessus, il y a un chiffre qui va faire sourire ou va faire grincer des dents. C'est une infirmière libérale aujourd'hui à la retraite. Si elle gagnait à peu près en moyenne 5 000 euros mensuels, à la retraite, elle sera à 1 800 euros quand elle en aura droit. Donc, on voit bien qu'il y a un problème de rémunération à la fois sur l'optimisation de la rémunération, et ça va être un sujet que tu maîtrises parfaitement. Donc, on verra comment est-ce qu'on peut avoir l'utile à l'agréable. Oui, je vois que la rémunération, c'est un sujet. Et puis, il y a le manque de liberté. C'est-à-dire qu'on parle de… Alors, moi, j'adore le terme libéral, à la fois pour les infirmières et pour les médecins, parce que, en fait, c'est terrible. Vous êtes tout sauf libre, puisque vous avez au final qu'un seul client, hein, la CPA. Il ne faut pas l'oublier. Donc là, ça se remplit. C'est intéressant de voir. Elle est encore 30 secondes et puis après, je publie les résultats. Donc, si jamais vous n'avez pas répondu, n'hésitez pas à répondre. Vous allez voir, c'est assez parlant. Donc, ça, c'est le premier élément. Allez, je publie. Pof, vous allez le voir, je pense. Oui, finalement, je suis pas trop… je suis pas surpris d'ailleurs sur la pression administrative. Voilà. Et d'ailleurs, on en parlait un petit peu avant, voilà, parce que quand on regarde maintenant le début des résultats, la pression administrative, ça comprend finalement ce dont notre cœur de sujet, qui est assez large, et souvent la pression administrative, je pense que vous parlez surtout de tout ce qui est fiscal, régule, charge sociale, qui à cause du véhicule juridique qui est l'entreprise individuelle au BNC, fait qu'on a beaucoup de mal. Si on a une grosse année, on va avoir une régule énorme. L'année suivante, on fait une année plus petite parce que c'est des patients qui sont plus là ou décédés. On va avoir une baisse de chiffres importante. Et en face, on a quand même la régule de l'année précédente qui était une grosse année. Et ça met dans des situations qui sont complexes, voire qui arrêtent des carrières, qui sont obligés de faire des crédits, des emprunts à la banque pour rembourser des charges sociales. Enfin, on marche sur la tête. Et ça, bon, on y aura tout à l'heure, mais c'est principalement à cause du BNC. Alors, on va rentrer tout de suite dans le sujet qui intéresse tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une infirmière s'intéresse au monde de l'esthétique, eh bien parfois, c'est un peu complexe parce qu'elle s'interroge sur est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux le faire? Comment est-ce que je peux le faire? Enfin bon, donc ce sont les sujets qu'on va aborder. Alors, très rapidement, parce que je ne voulais pas passer trop de temps sur cette notion de marché qui est liée à l'esthétique technologique, mais je suis obligé quand même d'en parler un tout petit peu. Aujourd'hui, on est sur une demande qui est massive. C'est-à-dire que parallèlement à ce que vivent aujourd'hui les infirmières, on a vu toutes les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. De l'autre côté, vous avez une société qui est en demande de vieillir dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est peut-être le job de l'infirmière, mais là, je peux aussi orienter sur la demande anti-âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'a envie de vieillir. Tout le monde est à la recherche à la fois de solutions, de technologies. On voit le boom à la fois des injections. On parle aujourd'hui des fake injecteurs. Donc, je rappelle que les infirmières n'ont pas le droit d'injecter. Si jamais c'était votre objectif, eh ben, c'est fini. Mais par contre, il y a plein d'autres choses que l'on est capable de proposer quand on est infirmière dans le cadre de cette notion d'anti-âge. À la fois dans la notion d'accompagnement, que ce soit nutritionnel, que ce soit dans l'accompagnement aussi coaching, mais aussi dans la partie technologique. Alors, on aura un webinaire ou une web formation qui sera spécifique sur les technologies anti-âge qu'une infirmière peut utiliser. Donc, on ne va pas trop y revenir, mais la première énorme demande, c'est évidemment la demande qui est liée à l'anti-âge. La deuxième demande qui est massive, c'est la demande de prise en charge silhouette. Et là, l'infirmière a aussi son intérêt puisque, de par son métier d'origine, elle est déformée, tu le sais, hein, puisque tu en as aussi tous les jours au téléphone. Elles sont extrêmement empathiques. Elles sont dans cette notion d'accompagnement et de coaching. Et quand on commence à regarder le traitement ou la prise en charge de la silhouette, eh bien évidemment, on rentre dans des sujets qui sont aussi liés à la nutrition et à l'accompagnement alimentaire. Et c'est une notion que l'infirmière parfois aime bien. Donc le traitement de la silhouette, c'est une énorme demande et l'infirmière peut tout à fait s'y retrouver. Et dans le domaine de l'esthétique technologique, il y a un troisième sujet, donc anti-âge,
traitement de la silhouette. Et le troisième sujet, c'est tout ce qui est lié à l'épilation définitive. C'est un petit peu à part, mais il faut savoir que ça existe. Alors, on est en train de faire évoluer aussi les technologies. Il y a aussi le monde de la certification qui est en train de changer, la réglementation. Donc, on est en plein milieu d'un chemin, hein. On pense que le laser sera autorisé dans quelques temps. Ce n'est pas le cas encore au moment où on parle, mais ça devrait l'être dans les semaines ou mois qui viennent. Donc voilà, ça c'est la demande qui est liée à l'esthétique technologique d'une façon un petit peu générale. Alors, j'ai une première question, François. Quand on est infirmière et qu'on s'intéresse au sujet, comment est-ce que je peux démarrer? Donc on a imaginé qu'il y avait 3 solutions. La première. Pardon, oui. Ok, j'enchaîne. Alors, l'idée, c'est se demander, quand on va exercer une activité, quelle qu'elle soit en France, il faut avoir un véhicule juridique qui permet de le faire. Donc, que ce soit, on peut exercer une activité secondaire sur une activité libérale d'infirmière, donc sur l'entreprise individuelle ou sur la CELARL. Ça ne va pas changer grand-chose qu'on soit sur l'un ou sur l'autre. On peut avoir une activité aussi bien sur l'un comme sur l'autre. La différence, c'est que quand on est en entreprise individuelle au BNC, on va faire grimper le chiffre d'affaires et on va se retrouver à la problématique dont je parlais tout à l'heure, à avoir un gros chiffre d'affaires qui est mal récompensé parce que comme on est au BNC, j'expliquerai tout à l'heure le fonctionnement du BNC et là c'est large, on ne va pas rentrer dans le détail de suite. En tout cas, voilà, il y a à exercer sur l'activité d'entreprise individuelle ou c'est large. Et il y a aussi un autre monde qui serait sûrement plus simple, ça serait d'exercer à part de l'activité libérale. La raison à ça, pardon. Oui. Oui, oui, non, c'est très bien. On va juste revenir sur la première étape, parce que beaucoup, alors ça aussi, je suis intéressé, on aurait dû faire un sondage, mais ça m'intéresse dans le Q&A, donc questions et réponses. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. C'est-à-dire qu'on y reviendra soit dans le cours de la web formation, soit on y reviendra à part, enfin, sur la session d'échange à la fin. Mais ce qui va être intéressant pour nous, c'est est-ce que vous êtes aujourd'hui en entreprise libérale, c'est à titre indépendant, ou est-ce que vous avez déjà cette étape d'après qui est la CELARL? Alors, Est-ce que bien dire pour info, et je te corrige parce qu'évidemment, c'est pas ton cœur de métier, mais en fait, les deux sont des activités libérales. Si tu veux qu'on soit entrepreneur individuel ou en société d'exercice libéral, on reste libéral, c'est le même fonctionnement, c'est juste le véhicule juridique qui va avoir des modifications et avoir quand même plus d'optimisation et plus de facilité de gestion sur une société que sur l'entreprise individuelle. Mais on garde, c'est parce qu'on se pose souvent la question d'ailleurs, est-ce que je suis toujours libéral? Oui, on reste libéral si on est en société, ça n'a pas d'impact. C'est une société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Voilà. On va revenir sur cette notion-là. Il faut bien comprendre que vous avez le monde libéral d'un côté et le monde commercial de l'autre, hein. Dans le monde libéral, vous avez 2 étapes possibles. Vous avez la profession libérale d'infirmière qui est exercée sous forme d'entreprise individuelle, et vous avez la deuxième notion qui est la notion de CELARL. Alors, c'est une notion qui est importante parce que on rentre quand même dans le monde de la société, donc on quitte le monde de l'entreprise libérale et on rentre dans le monde de la société. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est peut-être concrètement, François, que tu nous expliques quel est l'intérêt pour une infirmière de se tourner vers la CELARL, alors d'une façon globale. Après, on parlera peut-être un peu de l'intérêt quand on a envie de faire de l'esthétique, c'est peut-être un peu plus simple. Et après, on parlera de la troisième notion qui est le développement d'une activité commerciale. Ok, très bien. Alors, je vais faire un schéma. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui sont déjà clients chez Medotine, donc ils ont déjà vu ce schéma plusieurs fois. Donc, ça fera une piqûre de rappel. Mais l'idée, c'est de bien comprendre et aussi se rendre compte que c'est pas bien compliqué d'être en CELARL. Je dis ça parce que très souvent, j'ai des clients et des clientes qui viennent me voir, qui me disent, j'ai vu mon comptable, il m'a dit, oh là là, surtout pas, c'est très compliqué d'être en société, la transition, c'est compliqué, etc. Et moi, je réponds, mais enfin non, ce qui est compliqué, c'est le BNC. Ce qui est compliqué, c'est l'aujourd'hui. Ce qui est compliqué, c'est une infirmière il n'y a pas longtemps qui me dit que elle a eu un projet immobilier perso qui a très mal tourné et qu'ils ont saisi sa voiture de travail, son cabinet, etc., parce qu'ils n'ont pas séparé les patrimoines clairement. C'est ça qui est compliqué, c'est de ne pas sécuriser son patrimoine, de ne pas sécuriser son cabinet, pas séparer les deux distinctement, pas décider de sa rémunération. Donc, on va faire un schéma rapide pour vous montrer le fonctionnement, la différence entre les deux. Et vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à comprendre et que c'est très facile à assimiler. Juste, je trouve comment partager sur… Hop, voilà.
Partager. Oui, parce on est bien d'accord que quand on est infirmière libérale, on a l'ensemble des recettes, il y a quelques charges et en fait, enfin, les charges qui sont liées à l'activité et après, il y a tout de suite les charges sociales et les charges fiscales qui viennent un peu plomber la fête. C'est un peu l'idée pour voir comment ça fonctionne en fait. Je vais prendre l'exemple de voilà, je sais qu'il y a Adeline qui est là, donc je prends Adeline comme exemple pour avoir un prénom. Bonjour Adeline d'ailleurs. Adeline est infirmière libérale en entreprise individuelle et elle est au BNC, d'accord. Donc entrepreneur individuel qui veut dire qu'on n'a pas de société, on représente l'activité libérale en tant que personne physique et il n'y a pas de société à proprement parler à côté. Et on est au BNC, donc bénéfices non commerciaux, qui veut dire qu'on ne peut générer que des revenus personnels et pas d'argent de société. Et qui veut dire qu'on est uniquement imposé à l'impôt sur les revenus et qu'il n'y a pas d'IS. Comme souvent quand on fait de l'immobilier, on va créer une SCI à côté pour avoir justement une partie à l'IS et son impôt à soi à l'IR et pas tout mélanger. Donc, quand on sait ça, sur une année entière du 1er janvier au 31 décembre, on va avoir un chiffre d'affaires annuel. Première parenthèse, quand on a un gros chiffre d'affaires au BNC, des fois, on se demande pourquoi on travaille. Parce que du coup, je connais pas mal de mes clients et mes clientes qui ont réduit leur valeur de travail tellement ils avaient d'imposition, de régler les charges sociales. Finalement, tout ce qu'on peut faire, c'est des bidouilles quand on est au BNC pour essayer d'un peu mieux accepter le boulot. Mais des fois, c'est très frustrant parce que je rencontre des jeunes infirmières qui ont envie de travailler beaucoup parce que c'est pas à 5 ans de la retraite qu'on se met à cravacher beaucoup et c'est plutôt quand on a encore la forme pour le faire. Mais quand on a décidé de travailler moins, c'est parce qu'elles ne comprenaient plus pourquoi elles travaillaient à cause du BNC. Et du coup, c'est dommage parce que typiquement, quand on a envie de bosser plus, on a le droit de le faire. Il ne faut pas qu'on ait un frein là-dessus à cause de son véhicule juridique qui est l'entreprise individuelle. Donc, vous avez un chiffre d'affaires annuel sur lequel vous allez avoir les frais fixes déductibles. Donc là, ça peut être les leasing, le loyer, tout ce que vous voulez, téléphonique, tout ce que vous mettez en frais déductibles. Et quand vous avez payé ça, l'intégralité de l'argent qui n'a pas été utilisé ici va partir en rémunération. Donc ça, c'est le BNC. Quand on fait ça, même si vous prenez 3 000 € par mois pour vivre, si en fin d'année, vous avez un excédent, dans l'année fiscale, vous aurez quand même pris une rémunération beaucoup plus élevée que votre besoin. D'ailleurs, c'est ce qu'on va regarder pour savoir s'il y a un intérêt à passer en CELARL. Si vous avez un BNC ici qui est plus élevé que votre besoin pour vivre, ben vous êtes chargé et imposé sur un montant qui est trop élevé par rapport à ce que vous devriez payer. Vos charges sociales, URSSAF, Cartinco, etc., vont être calculées par rapport à ce montant-là. Et votre impôt sur le revenu, aussi calculé par rapport à ce montant-là, plus la situation du foyer, donc est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on est marié, tout ce qui change, les parts au niveau des impôts. Alors, parce que on prend le cas d'Adeline, donc elle est en entreprise individuelle, donc elle n'a pas le choix, c'est du BNC. Elle a un chiffre d'affaires annuel sur ses prestations infirmières, sur lequel d'ailleurs peut se greffer dans un premier temps quelques prestations complémentaires ou annexes, mais il faut rester sur un pourcentage de chiffre d'affaires. On échangeait, on était entre 25 et 30%, on était d'accord là-dessus tous les deux. Si jamais on est dans le domaine de l'esthétique, on peut imaginer faire un petit peu de jet pile, ça représente X milliers d'euros en chiffre d'affaires annuel qu'on va retrouver dans les gains divers. Ensuite, il y a les frais fixes, donc c'est le loyer du local, c'est le leasing éventuellement des dispositifs. J'imagine que tu retrouves ici la voiture, enfin bon, etc. Et ce que tu nous dis, c'est que juste derrière, donc on retrouve la notion de BNC qui est là directement liée aux charges sociales. C'est-à-dire que là, on prend le BNC. Oui, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quand on est en France, les charges sociales sont toujours calculées par rapport à la rémunération. Quelle que soit la façon de se rémunérer, c'est toujours calculé comme ça. Donc, l'idée, c'est que si, admettons, d'ailleurs, c'est une étude qu'on propose pour regarder justement l'intérêt. Si j'ai une infirmière ici qui a un BNC qui fait un gros chiffre et qui fait un BNC de 80 000 €, mais en fait, avec 50 000 €, elle aurait pu vivre tout à fait son année normale, eh ben, elle a 30 000 € qu'elle a pris en rémunération en plus, dont elle n'a pas besoin. Et les charges sociales seront calculées par rapport à ces 80 000 € et pas par rapport à ces 50 000 € dont elle a besoin. Et l'impôt sur le revenu aussi va crever le plafond parce qu'on va monter, du coup, ça monte très très vite l'impôt sur le revenu. Et en plus, comble du comble, on va avoir une régule l'année suivante de charges sociales qui va être beaucoup plus dure à assumer. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on a une année, on fait un gros chiffre d'affaires, après on va avoir une grosse régule l'année suivante de charges sociales, et l'année année, on fait un petit chiffre d'affaires, au BNC, c'est un coût à se planter au niveau de l'activité et vraiment de couler l'activité.
Donc, en tout cas, se mettre dans des situations qui sont très difficiles. Et c'est vraiment des cas que j'ai vus plusieurs fois. C'est typiquement avec la période Covid, où il y en a qui ont quand même fait des très gros chiffres avec la vaccination, les tests, etc. Et derrière, se retrouvent à avoir une année où c'était un petit peu Byzance. Et puis on s'est dit, tiens, on va travailler beaucoup, on va aider. L'année suivante, on se prend des régules colossales d'impôts et de charges sociales. Et on se retrouve, voilà, je vous disais, moi j'ai une cliente qui a dû faire un emprunt à la banque pour payer ses impôts et ses charges sociales parce qu'elle s'en sortait plus. Donc, bon, mais voilà, c'est le genre d'exemple qui peut arriver et c'est un peu le problème du BNC. Alors ça, c'est une notion extrêmement importante. Si jamais il y a des notions qui vous paraissent pas claires, n'hésitez pas, hein, dans questions-réponses, posez vos questions. L'objectif, c'est que vous sortiez de cette web formation et que les choses soient extrêmement claires. Donc là, évidemment, on parle de choses qui font mal puisque tu es en train de nous dire que, grosso modo, le BNC est considéré comme de la rémunération et qu'elle le veuille ou pas, même si jamais elle n'a pas besoin de la totalité de son BNC, néanmoins, il sera quand même fiscalisé d'un Oui. côté, avec des charges sociales que de toute façon, elles devront payer et qui sont indexées sur l'année passée. C'est ça. Et pour nous qui sommes de l'entreprise, enfin moi, je veux dire le BNC, je dis ça tout le temps en rendez-vous, mais il y a 4 ans et demi, je ne connaissais pas. C'est juste vraiment pour les libéraux qu'il y a ce drôle de véhicule juridique. Parce que pour nous qui sommes entrepreneurs, c'est normal de prendre la rémunération en face de notre besoin. On ne prend pas plus parce qu'on sait comment ça marche l'imposition. Et quand on est au BNC, il n'y a que 2 solutions pour essayer de gommer un peu l'imposition. Soit faire plein de frais fixes, mais ce qui est l'inverse de la logique d'un entrepreneur normal. Normalement, quand on est en entreprise, on ne fait pas de frais fixes volontairement. Justement, on essaie de les baisser pour avoir un maximum d'argent en fin d'année. Ou alors, travailler moins. Mais c'est pareil, c'est l'inverse de quelqu'un qui a envie de travailler. Donc, c'est vrai que c'est un véhicule juridique qui est peu adapté dans beaucoup des cas. Alors, je ne dis pas tout le temps. Hein. Il y a des cas où si le chiffre d'affaires n'est pas trop important ou si le besoin ici est le même que celui qu'on aurait en CELARL, on fait au cas par cas. Ce n'est pas forcément pour tout le monde la société. Mais en tout cas, c'est ce qu'on regarde dans ce que nous, on démontre pour ceux qui demandent une simulation de transition en CELARL. Voilà. Absolument. Et dans ce cadre-là, on peut tout à fait aussi imaginer pouvoir démarrer, je reviens sur cette notion de diversification dans le domaine de l'esthétique. Vous avez une activité qui est en train enfin, vous ne savez pas trop comment elle fait demain, vous avez envie de rester sur ce format-là, vous rajoutez simplement de la charge fixe, on parle de leasing dispositif par exemple, vous diminuez quand même un petit peu le bénéfice. Enfin, en théorie, vous allez l'augmenter parce que les machines vont devoir, enfin, ont logiquement un impact sur le chiffre d'affaires, mais néanmoins, ça vous permet de démarrer relativement soft. Mais tu es en train de nous dire que réellement, ce statut, il est à privilégier quand l'activité est relativement limitée, mais que quand il y a une activité qui dépasse un certain seuil, c'est intéressant de passer sur la deuxième étape qui serait la CELARL, c'est ça? Alors oui et non. C'est-à-dire que typiquement, ce n'est pas forcément le niveau d'activité. J'ai eu des clients à qui il fallait 2 000 euros par mois et qui gagnaient 5 000. Ils me disaient, mais c'est complètement fou, puis j'ai trop d'argent. Puis bon, alors après, on va dire que c'est un contre-problème, mais l'imposition est beaucoup trop élevée par rapport à ce qu'ils devraient payer. Et il y a des façons quand même plus intelligentes, plus adaptées de gérer son argent que le donner aux impôts. Mais sinon, j'ai aussi eu des cas. J'ai eu un monsieur, un kinésithérapeute, il avait ses enfants qui étaient grands, qui étaient partis, il avait beaucoup de crédits, etc. Il lui fallait vraiment beaucoup d'argent. Il avait un beaucoup plus gros chiffre d'affaires que le premier cas. Et lui, en revanche, il lui fallait tout son BNC tout le temps. Donc, qu'on passe en CELARL ou pas, s'il prend l'intégralité de sa rémunération, autant qu'il reste au BNC. Je lui dis, écoutez, restez au BNC pour l'instant, et puis on fera un point régulier pour voir si la situation s'améliore. Mais là, on part un peu trop dans le détail. Je vais montrer le fonctionnement de la CELARL. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de parler de rémunération et de contrôle de la rémunération. L'idée, c'est que lorsqu'on est en CELARL, donc, qui est l'équivalent de la SARL, hein, je le dis pour un peu dédramatiser, c'est le véhicule standard dont moi j'ai une SARL, beaucoup de ces sociétés sont des SARL ou des SAS. Donc, on fait une SARL. Vous avez un chiffre d'affaires annuel. Alors, ça, soit vous êtes au maximum, vous ne comptez pas le développer, soit vous voulez travailler plus. Et là, dans ce cas-là, c'est bienvenu d'avoir un bon chiffre d'affaires. Là-dessus, on va avoir les frais fixes. Donc là, on revient pareil, leasing, loyer, etc. La grosse différence avec l'entreprise individuelle au BNC, c'est qu'on va choisir le montant qu'on va allouer à la rémunération. Charge sociale, admettons, si ici on prenait 60 000 euros de rémunération et que là, on sait que 3 000 euros par mois suffisent, on prend 36 000 euros de rémunération, par exemple. Donc, on va avoir les charges sociales, elles vont être calculées par rapport à la rémunération payée par la société et l'impôt sur le revenu sera aussi calculé par rapport à la rémunération.
Donc, ça permet typiquement, si on est marié, si on est deux à avoir des revenus, de pouvoir comme ça, il y en a un qui prend moins pour jouer un petit peu cette tranche d'imposition. Au moins, on choisit sa rémunération, son imposition et ses charges sociales. L'intérêt de la CELAR, il est uniquement là. Si votre besoin d'aujourd'hui, c'est votre BNC et vous dépensez tout, il n'y aura sûrement pas trop d'intérêt à passer en société parce qu'on ne verra pas, on ne pourra pas avoir d'argent de côté. Si en revanche, votre BNC aujourd'hui, il est supérieur à votre besoin, la CELAR aura un intérêt parce qu'évidemment, en prenant une rémunération moins lourde, on va payer moins de charges sociales et moins d'impôts sur le revenu et on va avoir de l'argent excédent qui va être imposé à l'impôt sur les sociétés. Donc, l'impôt sur les sociétés, c'est 15%. Alors, c'est 15% jusqu'à un certain montant. Généralement, sur un cabinet infirmier, on ne dépasse pas ce montant. Donc, vous, c'est 15%. Et ce n'est pas assujetti aux charges sociales. C'est vraiment que 15%. Et ça devient la trésorerie d'entreprise. Voilà. Donc, la trésorerie d'entreprise, pour des sociétés comme Medoptim ou Sésame, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est clairement là-dessus qu'on joue, qu'on développe les sociétés, qu'on fait des choses, des investissements, etc. Mais pour les libéraux, c'est vrai que c'est encore un petit peu nouveau d'avoir cette notion-là. Et pourtant, c'est pas si nouveau que ça, parce que souvent, beaucoup d'entre vous vont avoir créé une SCI, justement, pour avoir une partie de son immobilier qui va être à l'IS. C'est le même principe, c'est de pouvoir décider combien on prend en rémunération et combien on prend en trésorerie. Je vais anticiper une ou deux questions quand même. La rémunération n'est pas fixe. On peut très bien prendre, on n'est pas salarié, on n'est pas patron et on choisit sa rémunération. Donc, on peut très bien prendre 3 000 € un mois, 4 000 € le mois suivant. C'est pas trop conseillé. Le but, c'est de linéariser le plus pour linéariser les charges sociales et pas avoir de régule l'année suivante. Mais concrètement, on n'est pas salarié. Donc, on fait un peu ce qu'on veut. Et en tout cas, on peut faire une année en prenant tout et faire zéro trésorerie si on a envie. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas trop l'intérêt de ne pas avoir le choix ici. Et plutôt, c'est quand même mieux d'avoir le choix si on veut prendre une rémunération plus élevée, faire moins de trésorerie, on le fait. Si on prend une rémunération moins élevée, on monte plus de trésorerie, mais au moins c'est un choix personnel et qui n'est pas défini par le véhicule juridique de l'entreprise individuelle au BNC. Voilà. Alors, il y a une autre notion, c'est que tu parles de la trésorerie d'entreprise, mais la trésorerie d'entreprise, ce qui serait intéressant, c'est que tu développes un petit peu ce qu'on peut en faire, parce que la trésorerie d'entreprise, ça peut devenir des dividendes, et les dividendes peuvent être reversés à l'infirmière. Donc, c'est aussi un choix de rémunération et peut-être un décalage de rémunération avec cette notion de dividende qui arrivera généralement avril-mai quand les bilans sont posés. Alors oui, tout à fait. Il faut savoir, après, les dividendes, selon les métiers, peuvent être plus ou moins intéressants. Une des raisons, c'est que les dividendes, bon, là, on va peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, les dividendes, ça veut dire récupérer la trésorerie en nom propre. On regarde au cas par cas si c'est intéressant ou non. Donc là, je ne peux pas trop rentrer dans le détail. Il y a plusieurs façons de récupérer les dividendes avec une holding pour investir l'argent. C'est plutôt ce qu'on va partir sur des solutions un peu plus poussées, mais là, ce n'est pas le but de l'entretien d'aujourd'hui. En tout cas, l'argent de la trésorerie n'est pas bloqué. On pourra faire beaucoup de choses avec, typiquement au-delà des complémentaires, des placements, etc., qui permettront justement d'avoir une meilleure retraite que ce que va proposer la Carpinco, mais aussi faire de l'immobilier, des choses comme ça avec la trésorerie. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail là parce que sinon ça irait trop loin par rapport à ce qu'on avait prévu de présenter aujourd'hui, mais sachez que la trésorerie n'est pas bloquée d'une part, et de deux, et aussi et surtout un vrai coussin de sécurité. Si vous avez une année qui est mauvaise et que vous avez une grosse trésorerie d'entreprise, elle continue à vous payer votre rémunération. Donc, il n'y a pas ça évite justement de se retrouver une année sur l'autre à avoir un chiffre qui est variant. Et la trésorerie prend le relais si une année, vous ne pouvez pas travailler, si une année, vous pouvez peu travailler, ou voilà, pour une raison ou une autre, au moins, ça vous sécurise beaucoup plus que de ne pas avoir de trésor. Alors, je repense à Adeline qui a donc deux possibilités. D'ailleurs, ça peut s'enchaîner dans le temps. Adeline, elle a trouvé le jet pile assez intéressant avec le LED. Elle a investi dans son cabinet. Elle a testé l'idée. Elle a financé à l'intérieur de ça. Elle a trouvé ça que ça lui plaisait. Elle trouve ses repères. Elle a transformé son activité en CELAR. Donc là, on commence à avoir une structure juridique qui peut avoir du sens. On retrouve toujours son activité libérale, on retrouve son activité esthétique. Et quelle est l'étape d'après? Alors, juste, j'arrête le partage là. Ouais, c'est bon. Alors, l'étape d'après, l'idée, c'est. Excuse-moi, j'ai raté le partage. Repose-moi ta question, excuse-moi, Christian. Oui, non, parce que là, on est parti de l'entreprise individuelle, donc la profession libérale. Tu nous as parlé de l'intérêt de la CELAR. Alors,
il y a aussi un truc que je vois que tu explores, c'est comment est-ce que tu passes de l'un à l'autre. D'accord, oui, oui, d'accord. Une entreprise individuelle peut se transformer en CELAR. Donc, je repense toujours à Adeline. Hein. Donc, Adeline, elle a son activité libérale qui reprend 80% ou 90% de son activité. Elle a 5 ou 10% de son activité esthétique. Elle passe en CELAR. Comment? Et après, quelle est l'étape d'après si jamais elle veut aller un peu plus loin, Adeline? Pour démarrer l'activité esthétique, tu veux dire, on est bien d'accord. Hein. Alors, Oui, oui, en fait, pour la transition, enfin, de toute façon, on va tout regarder. L'idée, c'est un petit peu de comprendre la mécanique de transition en CELAR. Donc, je vais reprendre mon schéma, du coup, je n'aurais plus rester dedans. Hop. Alors, l'idée, c'est aujourd'hui, du coup, avec Adeline, qui m'a confirmé que ça ne la dérangeait pas que j'utilise dans la présentation à l'instant. J'ai demandé en parallèle, c'est pour ça que je pour être sûr. À qui l'on crée une CELAR. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a, je ne vais pas parler des chiffres d'Adeline, évidemment, qui sont confidentiels, mais on va dire, voilà, je prends un exemple, une infirmière qui a une patientèle donc, qui fait un chiffre d'affaires, on va valoriser la patientèle à 80% du chiffre d'affaires annuel. Ça peut paraître beaucoup, c'est annuel. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, l'idée, c'est que comme on va vendre le fonds libéral à la CELAR, si vous vendiez votre activité d'infirmière à une autre infirmière, à un autre infirmier, jamais vous pourrez vendre à ce prix-là. Mais comme vous vendez à vous-même, on en profite pour faire une belle plus-value et comptablement, c'est complètement justifiable parce que c'est la même infirmière qui continue le métier derrière, donc il n'y aura pas de fuite de la patientèle, ce qui permet au comptable de valoriser plutôt vers le haut. Il faut savoir qu'une entreprise, généralement, peut être valorisée entre 30 et 80% de son chiffre d'affaires annuel. Donc, on valorise la patientèle. Je prends un exemple sur une infirmière qui ferait 130 000 euros, ça fait à peu près 100 000 euros. On va dire plutôt 100 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça fait une valeur à 80 000 euros. Donc, vous avez une patientèle qu'on va valoriser à 80 000 euros. On va vendre la patientèle à la CELAR. Et la CELAR, n'ayant pas d'argent parce qu'elle vient d'être créée, va se tourner vers un organisme bancaire qui avance l'argent à la CELAR et qui reverse l'argent à Adeline. Alors ça a imposé en fonction du chiffre d'affaires qu'on faisait. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais une fois que ça a été imposé, l'argent reste sur le compte personnel. Donc, c'est imposé entre 0 et 30% selon son chiffre d'affaires. Et une fois qu'on a, on va dire ici, admettons, c'est à peu près 15%. Donc, il va rester à peu près 65 000 euros. Un peu plus. Et j'ai 65 000 euros sur mon compte personnel et j'ai un emprunt à rembourser sur la CELAR que la CELAR va rembourser pendant 10 ans. Voilà. Donc, l'intérêt de faire ça, c'est un peu pour ça qu'on s'était rencontrés avec Christian. Souvent, on touche de l'argent, mais on ne sait pas forcément quoi en faire. Et ça permettait justement de commencer avec le pied à l'étrier pour acheter les machines, prendre un nouveau local, démarrer son activité. Donc ça, c'est la première solution si on veut faire un emprunt bancaire. Il existe aussi une solution sans emprunt bancaire. Tout simplement, c'est une transition simple de passage en CELAR. On ne fait pas de vente et je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais il n'y a pas de crédit, donc on peut aussi passer en CELAR sans faire la vente. Donc ça dépend vraiment des profils de chacun et de chacune. Si on a besoin de dégager de l'argent immédiat pour un projet, on fait plutôt la vente. Si on n'a pas besoin de dégager de l'argent immédiat pour un projet, on fait plutôt la transition simple en CELAR. Voilà. Donc, ce que vous avez regroupé avec Christian, c'était typiquement, excusez-moi, j'ai marqué Adeline, c'est Adeline évidemment. C'est que l'argent ici va permettre. Alors, dans le cas d'Adeline, je ne sais pas si on a discuté, mais j'ai une autre cliente pour qui on a fait ça. Elle a touché l'argent de la vente. Et grâce à l'argent, on lui a créé une nouvelle société à part entière, à part de la CELAR, sur laquelle elle va exercer son activité esthétique pour être bien séparée de la CELAR, de son activité esthétique. Est-ce que c'était un petit peu la suite du rendez-vous pour toi, Christian, ça, ou je peux enchaîner dessus? Oui, oui, non, je pense que c'est. Si jamais on n'est pas clair, surtout, posez vos questions. Mais ce qu'il faut retenir de ce que l'on vient de dire, c'est que, alors déjà, si on s'arrête là, on fait un petit focus, un petit arrêt sur image, c'est que la notion de CELAR vous donne une entité juridique et morale qui est un peu plus structurée et qui est un peu plus optimisée. Vous allez, alors c'est en fonction de vos chiffres d'affaires, on l'a vu, c'est dès qu'on commence à dépasser les 80-100 000 euros, ça va être intéressant puisque vous avez un impact sur les charges sociales, vous avez aussi un impact, on l'a vu, sur les charges fiscales, puisque d'un côté, vous êtes à l'impôt sur le revenu, de l'autre côté, vous aurez l'impôt sur le revenu plus l'IS qui est à 15% quand on est en société. Donc c'est vrai que ce sont des notions qui, pour beaucoup, sont nouvelles. Mais retenez simplement que le véhicule CELAR est certainement plus optimisable et optimisé
pour une activité à la fois libérale et on peut toujours inclure une petite activité esthétique. Je dis petite parce qu'elle ne peut être que complémentaire, que ce soit dans la partie libérale, que ce soit dans la partie CELARL. Et elle peut être intéressante aussi, puisque quand vous avez dégagé du cash, c'est ce que nous a expliqué François, quand vous vous revendez à vous-même, donc là, on est quand même dans des notions de j'ai une valeur de ma patientèle, je l'amène, soit je l'amène gratuitement, c'était le deuxième cas, à ma CELARL, soit je la vends à ma CELARL. La CELARL a vraiment une entité juridique et morale complètement indépendante de vous personnellement. Tout à l'heure, François a démarré comme ça en disant attention, il y a des fois le patrimoine individuel, personnel qui est extrêmement poreux avec votre patrimoine professionnel. Si vous avez une merde à titre pro, il risque d'y avoir contamination. Donc là, avec la CELARL, il n'y a pas de contamination possible. Vous avez un véhicule juridique qui est à part. Et en même temps, vous avez la possibilité de dégager du cash puisque vous avez revendu votre patientèle. Alors après, que faire avec votre cash? Vous pouvez le placer, vous pouvez partir en vacances ou vous pouvez investir sur des dispositifs pour démarrer votre diversification parce que vous avez envie de commencer à travailler d'une façon un petit peu différente. C'est comme ça, effectivement, qu'on s'est réunis, François, tout en sachant que ce cash, on peut soit simplement investir dans le cadre de la CELAR, soit éventuellement ouvrir une troisième porte qui est la société commerciale. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, alors l'idée c'est ça, c'est que pour revenir un petit peu justement à comment est-ce qu'on va démarrer bon, vu que c'est quand même un entretien Sésame et Célarl, donc l'intérêt c'est de savoir comment qu'on soit entrepreneur individuel en Célarl ou en société annexe commerciale, quelle est la meilleure façon de démarrer une activité esthétique. Donc l'idée c'est plutôt c'est vraiment par rapport à chacun déjà. On va dire que tout le monde n'a pas la même configuration. Si on veut démarrer, je prends le premier exemple qui va être de démarrer l'activité. Qu'on soit entrepreneur individuel ou en CELAR, ça ne va pas changer grand-chose. Dans tous les cas, c'est sur l'activité libérale. Donc oui, on estime qu'on peut avoir une activité secondaire sur l'activité libérale. Tant que, alors là, il n'y a pas de règle vraiment là-dessus. On estime que, les avocats estiment que, bon, entre 20 et 30% du chiffre d'affaires, on reste sur une activité secondaire, mais qu'il n'y a pas non plus de règle. Donc c'est un petit peu le souci, c'est que on marche un petit peu sur des œufs, mais bon, personne n'a eu de souci par rapport à ça. C'est comme si on fait des formations en tant qu'infirmière, on le passe aussi sur le compte de la société infirmière, donc c'est un petit peu, faut voir ça un petit peu pareil. Mais il y a quand même quelques problématiques. Les problématiques existantes, c'est on ne peut pas faire de communication pour commencer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit de faire de la publicité parce que c'est l'entreprise individuelle, c'est l'activité libérale qui va faire les soins esthétiques. Donc, pas de site web, pas de publicité, on ne peut pas faire tout ça parce que du coup, c'est vraiment pas faire de publicité pour une activité d'infirmière. L'autre problématique, ça va être justement qu'il faut avoir l'espace pour accueillir les machines. Je sais que souvent, beaucoup d'infirmières ont une plaque ou un tout petit local, mais qui n'est pas forcément prévu pour accueillir, avoir une salle d'attente, accueillir des patients comme un vrai institut. Donc, ce n'est pas forcément prévu pour ça. Et ça pose quand même plusieurs problématiques. Et aussi, évidemment, voilà, est-ce que si on fait trop de chiffre d'affaires derrière, est-ce que l'ordre ne peut pas venir dire quelque chose en disant attendez, vous êtes infirmière, vous n'êtes pas là pour faire des soins. Voilà. Donc ça pose quand même quelques problématiques qui, après discussion du coup avec Christian quand on s'est rencontrés, c'est un peu ça. On a discuté aussi avec mon associé qui est avocate, quelle est la meilleure solution concrètement, si dans les cas où c'est possible, pour ceux qui ont vraiment envie de s'investir dedans, ça va être aussi un petit peu un sujet. C'est vraiment, est-ce qu'on veut démarrer tranquillement une activité secondaire esthétique, mais vraiment on dit voilà, je vais faire pour diversifier un petit peu, je veux faire sur mon activité d'entreprise individuelle, ou est-ce que non, vraiment, je veux faire une activité esthétique assez conséquente pour m'ouvrir la porte de si j'en ai marre de faire mon métier d'infirmière, je pourrais faire ça derrière, ou même embaucher quelqu'un sur l'activité d'esthétique, être vraiment indépendant et vraiment avoir un autre. Là, c'est vraiment un business à côté de l'activité libérale. On est bien d'accord que c'est une vraie activité commerciale. Dans ce cas, surtout si on a vendu sa patientèle à Saint-Célar et qu'on a quand même des fonds qui sont suffisamment conséquents pour prendre un local, faire un site web, démarrer la communication, faire des publicités localement, avoir des avis, des cartes de visite, des machins, etc. Et faire un truc qui soit vraiment commercial. Donc j'avais justement le cas d'une cliente qu'on a en commun qui son but c'était ça, c'était elle voulait embaucher une copine à elle qui allait démarrer et faire la partie esthétique avec elle sur les créneaux. Elle ne pouvait pas être là parce qu'elle bosse beaucoup justement en tant qu'infirmière et à côté continuer en tant qu'infirmière pour s'ouvrir cette porte-là et avoir une double activité. Donc c'est vraiment l'intérêt, il est double, avoir une activité annexe. Donc voilà, si je pouvais résumer ça, c'est soit on veut faire ça, on peut faire
pour démarrer sur l'activité libérale, pour faire un test, pour faire, bon, il faut quand même au moins s'investir un minimum. Si on ne fait rien du tout, ça ne sert à rien non plus, je pense, de se lancer dans quelque activité que ce soit. Je veux dire, c'est pas que l'esthétisme, c'est dans n'importe quoi. Si on n'y met pas au moins un petit peu de temps, ça ne sert à rien de se lancer dans quoi que ce soit. Mais par contre, on peut démarrer tranquillement sur l'activité libérale. Et puis, si on voit que ça prend et que le chiffre commence à monter, on peut transférer le matériel sur une nouvelle société qui va reprendre l'activité esthétique et se délier du coup des obligations du métier libéral à Sermenté. Voilà. Ouais, alors ce que tu viens de nous dire, c'est évidemment extrêmement important. Alors, je reviens parce que c'est moi qui suis en contact tous les jours avec des infirmières, je sais que ce sont des notions qui ne sont pas simples, mais vous imaginez là vraiment deux silos complètement étanches. C'est-à-dire que vous avez d'un côté votre activité libérale, que ce soit sous forme entreprise individuelle ou que ce soit sous forme CELARL. Hein, vous avez compris que ça se rapproche, même si jamais il y a quand même une forme d'optimisation que vous pouvez avoir avec la CELARL en termes de droits et de possibilités. Vous n'en avez pas plus avec la CELARL. Vous n'avez pas le droit à la communication, vous n'avez pas le droit à faire de la publicité. Enfin, vous avez le droit à la communication, mais pas à la publicité. Enfin, il y a quand même certaines notions qui sont extrêmement subtiles, mais il y a quand même une communauté des genres sur lequel il faut être prudent. Et tout à l'heure, tu rappelais 20-30% du chiffre d'affaires. Très clairement, ça ne peut être qu'une activité annexe. Donc, et à un moment donné, c'est intéressant d'imaginer, alors peut-être pas au départ, mais d'imaginer, à un moment donné, passer dans une société commerciale où là, on rentre dans un autre monde. Donc là, vous avez un autre silo complètement étanche, où là, les règles du jeu sont plus du tout les mêmes. Là, on est dans le monde commercial et vous allez créer une société qui va être soit une SAS, soit une SARL, soit une EURL. Donc là, pour le coup, il y a de l'expertise du côté Medoptim, il y en a aussi du côté Sésame. On est capable de vous accompagner dans cette réflexion. Et là, on va créer un centre d'esthétique technologique dans lequel on va retrouver que des activités commerciales. Il n'y a plus du tout d'activités infirmières ou paramédicales que nous pourrons faire dans le cadre d'une SAS ou une SARL ou une URL. On est vraiment dans un univers qui est purement commercial. Alors évidemment, les avantages, tu les as rappelés. Les règles du jeu, elles sont complètement open. Vous avez un super site web. Je sais que Medoptim, vous travaillez sur cette réflexion de l'accompagnement. Vous pouvez faire de la publicité Google Ads, vous pouvez faire de la publicité Facebook, Instagram. Vous rentrez dans le monde commercial. Et ça, je pense que c'est intéressant qu'à partir du moment où il y a une vraie ambition, une vraie implication, parce que tu l'as rappelé, il y a quand même un investissement alors, qui peut être couvert par la vente de sa patientèle. Donc, il y a un petit peu de cash. Vous allez avoir la possibilité de prendre votre local, de faire un petit coup de peinture, d'acheter les machines. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des frais qui sont liés à la vie de cette société. Il y a des frais de création de société, il y a des frais de comptable, il y a des frais d'assurance qui sont liés aux locaux. Donc, il y a des frais quand même qui sont liés à cette structure juridique qui, encore une fois, n'a rien à voir avec tout ce que vous allez faire à côté. Est-ce que j'ai bien résumé, François? Très, très bien, bravo. Non, mais c'est très bien. De toute façon, voilà, c'était un petit peu ce qu'on s'était dit. Voilà, au moins, je pense que ça se regarde au cas par cas, en discutant avec chacune des personnes qui seraient intéressées par démarrer une activité esthétique. Parce que voilà, faut pas non plus. Des fois, il y a des gens qui ont quand même des grosses tournées qui travaillent vraiment beaucoup, beaucoup. Il faut être prêt si c'est pour travailler un ou deux jours par mois sur la partie esthétique, ça peut enclencher, mais c'est pas trop le but. Ça paiera pas, effectivement, comme tu disais, le comptable, les machines, etc. Il faut quand même avoir un minimum d'investissement dedans. Donc, typiquement, voilà. Par contre, c'est vrai que j'avais le cas d'une infirmière qui avait 10 jours par mois et qui souhaitait bien faire 10 jours en plus pour avoir vraiment les deux activités et se donner l'opportunité de se dire, bah, tiens, si je veux à un moment quitter le métier infirmière pour l'autre, je m'ouvre cette porte-là. Alors justement, dans la présentation de cette web formation, je m'étais engagé, ou nous étions engagés à parler des 4 erreurs fondamentales qu'il faut absolument éviter ou des 4 éléments qu'il faut noter. Donc là, pour moi, tu compléteras François si jamais j'en oublie, mais pour moi, l'élément le plus important, c'est de bien comprendre pourquoi est-ce que vous allez le faire. Qu'est-ce qui vous anime? Alors tout à l'heure, on a fait un sondage, on a bien vu que le métier d'infirmière avait aujourd'hui quelques difficultés, mais entre les difficultés que vous êtes en train de vivre au quotidien et la diversification, il y a quand même un monde. Donc, pourquoi est-ce que vous le feriez?
c'est quoi le truc qui vous anime le plus? Est-ce que c'est de retrouver une façon de travailler différente? Est-ce que c'est retrouver une relation, je vais parler de client, non plus de patient, donc une relation client qui est un petit peu différente, qui est un peu moins dans la difficulté ou dans la douleur, parce que c'est quand même un peu votre quotidien? Est-ce que c'est de préparer votre retraite? Est-ce que c'est simplement de rentrer dans le monde de l'esthétique parce que c'est un sujet qui vous a toujours intéressé? Enfin, c'est vraiment pour moi le plus important. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui vous intéresserait? Ensuite, la deuxième erreur, mais tu viens de le dire, et donc c'est ça qui m'a fait penser à cet élément, c'est de ne pas s'impliquer suffisamment. Il ne faut surtout pas imaginer que il suffit d'avoir des dispositifs et puis les personnes vont venir et vont taper à la porte en disant ça m'intéresse. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc il y a un minimum d'implication. Et alors on en parle nous beaucoup, hein, puisqu'on fait des formations. La prochaine sera au Negresco à Nice. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais vous remettre si jamais le sujet vous intéresse, vous envoyez un petit email à contact@sesamcorp.com et on vous donnera les prochaines dates de formation. Mais ça, ce sont des sujets qu'on aborde en formation. Donc, la notion d'implication, c'est aussi la notion de créneau horaire. Tu parlais tout à l'heure d'une personne qui avait 10 jours. C'est vraiment important d'avoir des créneaux horaires qui soient relativement stables. Donc, après, on peut les augmenter ou les diminuer. Mais cette notion d'implication, vaut mieux 2 demi-journées par semaine qui soient stables que 1 heure par-ci, 3 heures par-là, où on a un petit peu de mal. Donc, ça, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur que je peux voir… Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est bien d'avoir un site web avec un calendrier sur lequel vos clients vont prendre rendez-vous pour simplifier la tâche. Parce que si on commence à faire des coups de fil, des noter les machins, etc., c'est déjà mettre un mauvais pied à l'étrier. Il vaut mieux tout automatiser et se simplifier la tâche. Alors, dans cette notion d'accompagnement, je sais que tu es en train de travailler dessus. Revenez vers Sésame, on sait vous accompagner là-dessus. Et Medoptim aura, je pense, une solution aussi à vos problèmes. C'est vrai que c'est une discussion. C'est vrai que moi, avant, j'avais fait d'autres activités. J'étais plutôt dans la communication, le web avant. C'est pas que c'est un milieu qui me manquait, mais c'est juste que je n'avais pas trouvé forcément quelque chose qui me plaisait à faire. Et c'est vrai qu'il y a cette discussion justement de la visibilité sur Internet d'une infirmière qui peut avoir à un moment des patients qui décèdent sur une année et l'année suivante, elle n'a pas de renouveau de sa patientèle. Et en même temps, elle n'est pas visible sur Internet, elle est vraiment quasiment nulle part. Ben, c'est vrai que c'est normal qu'elle ait du mal à retrouver sa patientèle. Donc, c'est vrai que cette question de visibilité, c'est un sujet sur lequel on est en train de réfléchir en ce moment aussi. Au moins avoir le minimum vital pour qu'on puisse facilement être retrouvé et avoir suffisamment de renouvellement de patientèle sur une carrière entière et pas à un moment qu'il y ait des énormes fluctuations comme ça qui font que ça devient difficile. Donc, les 4 erreurs, c'est ne pas vraiment avoir son pourquoi. C'est vraiment fondamental, il faut vraiment s'interroger. Et là, pour le coup, on est aussi capable de vous accompagner sur plein de sujets, mais ça vraiment, ça vous appartient. Bien réfléchir à l'organisation. Alors là, pour le coup, on est capable de vous accompagner, de vous donner ce qu'il faut réaliser, ce qu'il faut faire, le minimum obligatoire. Donc, revenez vers nous si jamais vous voulez qu'on aborde ce sujet-là. La troisième erreur, c'est faire ça pour l'argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est la résultante. Ça viendra. Si jamais vous vous impliquez, il y a des étapes qu'il faut passer. On a parlé un peu rapidement de la partie juridique, mais même si jamais ça paraît un peu opaque, au final, c'est relativement simple à mettre en place quand on comprend la mécanique. Donc, il y a des choses à faire. Et quand on le fait, automatiquement, la résultante, c'est évidemment l'argent, mais il ne faut surtout pas penser à le faire que pour ça. Ça ne fonctionne pas. Il faut avoir aussi envie de donner. On est dans une société, surtout dans le domaine de l'esthétique, on a envie de recevoir, il y a de l'humanité, il y a des choses de toute façon qui sont extrêmement parlantes pour vous et vous allez vous y retrouver. Et le quatrième erreur, c'est ne pas, au début, comprendre l'optimisation possible. Et c'est là où Medoptim peut vous aider. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour avoir un audit personnalisé? Parce qu'on l'a dit, ça ne concernera pas tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément intéressé ni par la diversification, ni par le développement CELARL ou par cet accompagnement. Comment est-ce qu'on peut te rencontrer? Est-ce qu'il y a un audit que tu peux proposer? Oui. Juste avant ça, un truc que j'ai oublié tout à l'heure sur le fait d'avoir une société commerciale, parce qu'on en a parlé juste avant le rendez-vous, on ne l'a pas dit tous les deux, c'est qu'en société commerciale, on récupère la TVA, ce qui n'est pas du tout le cas quand on est en entreprise libérale, et ça change complètement la donne sur l'argent que peut générer l'activité esthétique.
parce qu'évidemment, la TVA, si vous ne savez pas comment ça marche, je ne vais pas vous expliquer maintenant, parce que même quand on comprend comment ça marche, c'est un vrai casse-tête. Mais récupérer la TVA, c'est vraiment quelque chose qui vous change la vie et qui n'est pas possible sur l'entreprise individuelle ou sur la CELAR. Donc, pour répondre à ta question. Oui, bien parce que on va s'amuser quand même un tout petit peu. C'est vrai, tu as raison. Néanmoins, c'est comme la CELAR, c'est-à-dire que la TVA, soit vous êtes en société commerciale et dans ces cas-là, vous allez pouvoir la récupérer, mais vous allez aussi la décaisser. Soit vous êtes en entreprise individuelle ou CELAR, et dans ces cas-là, il n'y a pas de notion de TVA. Vous l'encaissez, mais vous ne la décaissez pas. Donc, il y a aussi la notion de montant. C'est-à-dire que parfois, ce n'est pas forcément mieux quand on est en société commerciale, parce que les montants que vous allez encaisser restent TVA comprise. Ça, c'est des sujets qu'on peut voir d'une façon individuelle en rendez-vous. C'est des sujets comptables un peu plus poussés. Mais bon, oui, effectivement. Pour répondre à ta question, du coup, oui, moi, je pense que normalement, tout le monde devrait se demander s'il y a un statut, un véhicule juridique qui est plus optimisé que l'autre. Quand on fait un métier, c'est normal de se poser la question et de ne pas se renseigner au minimum. C'est dommage. Mais souvent, ce que font les gens, ils vont voir leur comptable qui leur dit non, c'est pas intéressant. Donc, du coup, on s'arrête là, vu que le comptable doit savoir de quoi il parle. C'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de comptable. Je ne vais jamais dire que le comptable a tort, évidemment, c'est pas la question. C'est plus chaque situation se regarde au cas par cas. Si quelqu'un vous dit non, c'est pas intéressant, mais n'a pas mis des chiffres en face avec une vraie simulation de savoir si ça fonctionne ou pas, il faut faire un prévisionnel. On ne peut pas dire à quelqu'un que ça ne marche pas si on ne met pas des chiffres en face. Donc, on ne peut pas faire un gribouillis sur un coin de table et dire oh là là, non, c'est pas pour vous, si on ne met pas des chiffres en face. Donc, nous, on a développé un logiciel chez Medopteam avec les chiffres qui sont faits par mon associé qui est avocate, sur lequel on remplit les informations qu'on récupère sur les bilans des personnes qui nous le demandent. Et ça nous génère des simulations de transition en CELARL qui font un comparatif entre le BNC et la CELARL, combien on paye de charges sociales et combien on paiera demain, combien on paye d'impôts sur le revenu, combien on paiera demain, combien on paye de trésorerie sur la société, et nous qui nous donne des indications justement pour savoir si oui ou non c'est intéressant de passer en CELARL. Alors ça, on l'offre, cette partie-là, sur le site de Medopteam. Je pense qu'on pourra envoyer un mail après le webinaire. Tous les auditeurs recevront l'email avec tes coordonnées et la possibilité pour eux de t'envoyer un email avec cet audit personnalisé que tu affineras en fonction des chiffres qu'on te communiquera. Super. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est nous, on ne va pas vous dire d'avance, oui, c'est intéressant, non, c'est pas intéressant. On vous offre une simulation, c'est sans engagement. Vous remplissez le formulaire sur le site de Medopteam, c'est marqué en gros étude offerte. Et au moins, vous faites un rendez-vous avec moi qui dure environ 1h30. Et une fois que on a fini le rendez-vous, je saurai vous dire si oui ou non les avocats ont défini que c'était intéressant pour vous de passer en CELARL ou non. Une fois qu'on a la réponse, ok, là on peut se dire oui ou non c'est intéressant, mais au moins vous le saurez. Voilà, donc ça c'est côté Medopteam, et si ce qui est intéressant c'est de voir le projet d'une façon globale, si la diversification esthétique est un sujet pour vous bien sûr, et dans ce cas-là c'est aussi intéressant de rencontrer un de nos consultants pour pouvoir voir les budgets globaux, et ça permet d'imaginer de l'avancer avec des vrais chiffres. Les deux sont connexes d'ailleurs, parce qu'on peut avoir d'un côté combien est-ce qu'on peut dégager avec Medopteam, et de l'autre quel est le projet Sésame. Est-ce que le budget qu'on va dégager avec la vente de la passe Santel à la CELARL suffit largement pour démarrer l'activité esthétique sur une nouvelle société? Les coûts moyens, on les connaît. Hein, voilà, la location d'un local, la création d'une SARL, voilà, ça, on sait chiffrer ça. Donc, si en face, il y a largement de quoi financer le projet, ça permet d'avoir un véhicule juridique sur l'activité libérale qui est quand même beaucoup plus modulable, optimisé, et qui permet de faire quand même beaucoup plus de choses. Et je ne suis pas rentré dans le détail, parce qu'il y a quand même des optimisations encore de la CELARL qui vont assez loin et qui sont vraiment très, 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 très agréables à mettre en place dans le temps. Mais en plus, à côté, permettre de démarrer l'activité esthétique sur une nouvelle société. Absolument. Donc, si le sujet vraiment vous intéresse, on allie à la fois cette possibilité de diversification, donc c'est quand même un appel d'air, et en même temps de l'optimisation qui peut vous amener sur plein de sujets. Mais encore une fois, là l'objectif, on reste dans cette notion de premier concept d'initiation. Ce que je te propose, François, c'est que c'est peut-être le moment des questions-réponses, parce que voilà, on est à 50 minutes, on est tip-top. Alors, on a eu quelques questions, n'hésitez pas à en rajouter. Une patientèle se revend à peu près 10% de chiffre. Alors attention,
c'est la notion que nous a donnée François est vraiment importante. Il y a une différence entre la patientèle que vous allez pouvoir vendre à quelqu'un d'autre et ce qu'on appelle l'OBO, c'est Learn by Out, hein, ça vous vendez à vous-même sous une autre entité, Oui, où là, on est sur d'autres notions. Et ça, c'est pas François qui décide, il y a des chiffres clés qui sont repris par les avocats avec lesquels vous travaillez. Hein. Ce que je peux faire d'ailleurs, si tu veux, je peux répondre aux questions-réponses, je peux les faire. C'est juste que j'ai rendez-vous justement avec une infirmière dans 8 minutes en visioconférence. Juste pour te dire, j'ai un cabinet, je travaille chez un médecin, il me paye sous forme de vacation. Comment rémunérer les remplaçantes en CELARL. Les remplaçantes, c'est comme avant. Hein. De toute façon, vous encaissez l'argent. Là, vraiment, sur le fonctionnement de la CELARL par rapport à avant et à entreprise individuelle ou CELARL, il y a vraiment votre univers de travail, votre façon de fonctionner. Il n'y a vraiment rien qui change, si ce n'est la séparation des patrimoines et la possibilité de maîtriser sa rémunération. Sinon, dites-vous que vous travaillez comme avant sur tout. Donc, les remplaçantes, ça fonctionne comme avant. Les paiements que vous recevez de la CPAM, ça fonctionne de la même façon. C'est sur la CELARL. Voilà, vraiment, il n'y a pas de nouveauté par rapport à avant, si ce n'est les optimisations dont on a parlé tout à l'heure. Je suis sur Nice, une patientèle se revend 10%. Oui, comme disait Christian, effectivement, c'est pas une vente à une nouvelle infirmière qui va venir. C'est vraiment ce qu'on fait, c'est quand même validé par des comptables hein, qui sont assermentés comme vous, par des avocats aussi. On fait pas n'importe quoi. La valorisation entre 30 et 80% du chiffre d'affaires, c'est aussi un choix. Là, on dit 80%, mais ça peut être 50%. C'est vraiment selon le projet que vous avez. Si vous voulez faire un plus petit emprunt, c'est possible aussi. Simplement, on n'est pas sur évidemment aucune nouvelle idée. Vous rachèterez votre activité à 80% du chiffre d'affaires. Mais comme vous vendez à vous-même, dans toute légalité, évidemment, vous pouvez vendre à un montant qui sera décidé avec expert comptable, évidemment. En étant infirmière remplaçante en micro-BNC, je peux démarrer une activité esthétique en restant en micro-BNC en activité secondaire. Il n'y a rien qui empêche de démarrer une activité secondaire sur votre micro-BNC. Simplement, le micro-BNC fonctionne que jusqu'à un certain chiffre d'affaires. Donc, si vous démarrez une activité secondaire sur votre micro-BNC, ça risque rapidement de faire dépasser votre statut, les maximums qui sont, je crois, de 72 000 euros par an. Parenthèse là-dessus, guillemets là-dessus, je ne suis pas sûr de moi. Mais en tout cas, ça risque par sauter justement le micro-BNC à voir au cas par cas. Si on souhaite que l'activité esthétique soit majoritaire, comment faire? Mais du coup, majoritaire, c'est vraiment, là, il faut séparer les deux. On ne peut pas avoir une activité esthétique majoritaire sur une activité d'infirmière. Vous êtes infirmière avant tout sur l'activité d'infirmière, c'est comme ça. Oui, les infirmières ont le droit de faire de la pub à ce jour. La loi a changé, il me semble. Une infirmière a le droit de faire de la pub, non. Mais avoir un site web, oui. Dire qu'elle est présente sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, oui. Publicité payante, je ne crois pas, mais ça sera à vérifier. Là aussi, si jamais on peut, il y a une notion de tarif et d'offres promotionnelles. Vous n'avez pas accès à de la promotion. Vous ne pouvez pas dire, chez moi, 6 séances de jet pill, c'est 500 euros au lieu de 600 ou c'est 300 euros au lieu de 800. La notion tarifaire, vous ne pouvez pas avoir une activité commerciale. En revanche, la notion de visibilité est autorisée. Et c'est vrai qu'il y a quand même eu la Cour de cassation qui s'est prononcée sur l'ensemble des professions libérales. Hein. Il n'y a pas que les infirmières qui sont concernées. Mais attention. C'est en train de s'assouplir. Voilà, mais attention quand même, ça veut dire que vous pouvez avoir un site web, une visibilité sur Internet, etc., mais faire de la publicité au sujet de l'activité de soins esthétiques, alors que vous travaillez qu'avec votre cabinet d'infirmière libérale, à confirmer par avocat, mais a priori, non, surtout pas. C'est un coup, justement, on ne va pas faire de la publicité, parce qu'on ne fait pas de la publicité pour une activité secondaire sur un cabinet d'infirmière. Vous êtes quand même réglementé, et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Bon, je ne vais pas dire que j'ai raison à 100% là-dessus, ça nécessite à chaque fois une opinion d'avocat et une consultation, mais a priori, je vous dirais, évitons justement les problèmes et ne tendons pas le bâton pour se faire battre. Si remplaçante et activité esthétique, je ne vois pas pourquoi ça sera un frein d'être remplaçante et avoir une activité esthétique. Dans tous les cas, c'est simplement, il faut les mêmes règles. Si l'activité toujours les notions de seuil. Voilà, question de seuil et avoir le local pour pouvoir le faire et du coup aussi l'accord du coup de l'infirmière chez qui vous travaillez. Donc ça met quand même beaucoup de si, je trouve. Mais pourquoi pas? C'est pas du tout. Et alors évidemment, si c'est l'activité à côté, là par contre, il n'y a évidemment aucune réglementation à ce niveau-là.
Qui demande est-ce qu'on est accompagné création de société, action simplifiée? Oui, oui, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, hein, créer des sociétés justement pour démarrer l'activité esthétique à part du cabinet libéral. Donc, on fait SARL ou SAS, ça dépend du projet. Peut-on avoir une double activité, soit une société commerciale avec de l'esthétique et faire un petit pourcentage en tant qu'infirmière employée? Encore une fois, oui, de toute façon, oui, de toute façon, à partir du moment où on segmente les deux, on fait ce qu'on veut. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Vous dites que nous n'avons pas le droit d'injecter, même les injections capillaires. Alors Je ça, confirme. d'accord. Okay. Ouais. Non, aujourd'hui, dès qu'il y a une effraction cutanée, donc dès qu'il y a le passage d'une aiguille, même sans injecter, hein, on prend le microneedling par exemple ou la méso, vous ne pouvez pas aujourd'hui officiellement et légalement officier, et on vous encourage au sein de Sésame à utiliser que des dispositifs avec lesquels vous êtes à l'aise et assurable. Donc non, ça c'est. Après, vous faites comme vous voulez, mais la recommandation de Sésame, c'est de rester vraiment dans votre univers. Est-ce que vous avez des formations par web comme celui à Nice sur l'esthétique, ce qu'on a droit ou non de faire, etc. Malheureusement, rien ne remplacera ce qu'on fait en formation à Nice, où là, on a 3 jours et on aborde l'ensemble des sujets, on aborde les nouvelles technologies, on aborde cette notion de communication, d'information, parce qu'il y a plein de choses. On aborde la notion commerciale, on aborde l'organisation. En même temps, il y a toutes les technologies qui sont proposées. Donc, malheureusement, on n'arrive pas. On fera des web formations sur différents thèmes. Donc, le premier était avec François. Enfin, c'est pas le premier, mais on en fera d'autres. Mais malheureusement, rien ne remplacera vraiment ce que vous pouvez vivre sur Nice. Hein, je vais vous mettre le lien si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vais le retrouver et je vais vous mettre le lien là tout de suite. Mais vraiment, je vous invite à regarder si jamais le sujet vous intéresse, venez. Mais non, malheureusement, ce sera pas un webinaire. Il y a 3 questions. Muriel qui dit dommage, j'ai pas été conseillé. Bon, après, n'hésitez pas à nous contacter. C'était un petit peu le but aussi du webinaire, Muriel. Salarié de la fonction publique hospitalière, il vaut mieux donc créer une activité. Oui, donc voilà, encore une fois, de toute façon, évidemment, si vous êtes salarié, si vous voulez démarrer une activité à côté, ben, forcément, vous créez une nouvelle société pour le faire, vu que vous pouvez le faire que via un véhicule juridique, mais du coup, complètement séparé de votre métier d'infirmière. Je suis en CELAR d'infirmière et je souhaite stopper. Est-ce plus difficile de revendre en société plutôt que patientèle en BNC? Ni l'un ni l'autre. L'avantage, par contre, en CELAR, c'est qu'on peut avoir des associés. Donc, si on veut faire une transition douce de la CELAR vers admettons, il y a quelqu'un on part à la retraite dans 4 ans, on peut vendre la CELAR dans 4 ans, donc 4 fois 25% sur 4 années et revendre petit à petit pour que le ou la remplaçante sur la CELAR rencontre les patients, découvre le métier si c'est quelqu'un qui est juste jeune infirmière, jeune infirmier et du coup qui a besoin d'être un petit peu formé. Voilà, ça permet de faire une transition plus douce en CELAR. Sinon, il suffit de vendre la patientèle si la personne ne veut pas de CELAR, mais bon. Bien expliqué, c'est un peu difficile de justifier pourquoi on restera entreprise individuelle plutôt qu'en CELAR. Et pour finir, si nous sommes associés à un médecin, il y avait une question derrière, pardon. Si nous sommes associés à un médecin, nous pouvons par exemple pratiquer le PRP. Je ne sais pas ce que c'est, les infirmières en le PRP, je rappelle que c'est une injection de plaquettes. Aujourd'hui, en France, c'est interdit sauf à visée thérapeutique. Donc, concrètement, c'est le médecin avec lequel vous travaillez qui peut, et lui seul, a l'autorisation au niveau des assurances. Après, si jamais il souhaite déléguer, ce sera sa propre responsabilité. Mais le PRP, pardon, excuse-moi. PRP à visée esthétique, aujourd'hui en France, est interdit. Le PRP à visée thérapeutique, donc notamment pour les cheveux, peut être autorisé, mais il est 100% médical et il ne peut pas aujourd'hui être exercé par une infirmière. Alors, est-ce que encadré par un médecin au sein du cabinet, c'est que c'est pas possible non plus? Non, il y a aujourd'hui des actes, mais après, ce que je te dis est la préconisation réelle. On s'aperçoit malgré ce que certains médecins souhaitent déléguer des actes et c'est leur responsabilité. D'accord. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on a été efficace, mon cher François. On avait dit moins d'une heure. Pareil pour Christian. Merci C'est beaucoup pas de loin. m'avoir invité, ça fait toujours plaisir. Bon, c'était une super web formation. Soyez attentifs sur le site sésame-corp.com avec l'ensemble des formations. Sur contact@sesamecorp.com, je vais le remettre. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions auxquelles vous pouvez être confrontés
dans lequel vous pouvez vous positionner. Est-ce que je peux faire comme ci? Est-ce que je peux faire comme ça? On va vous mettre le replay avec les coordonnées de François. Merci beaucoup pour vos remerciements. Et puis, François, tu t'es engagé à faire un audit personnalisé pour chaque personne. Donc, voilà, Sésame vous accompagne et Medoptime est un partenaire qui va vous amener une nouvelle visibilité, une nouvelle vision de la façon de faire. Et il y a tellement de choses qu'on est capable de faire. J'adore Delphine. Je confirme, les 3 jours de formation sont très complets. Merci beaucoup, Delphine. Et j'espère vous voir au Negresco. C'est un magnifique hôtel. On est en front de mer. C'est 3 jours de formation qui sont riches, plein d'échanges. J'adore ces moments-là. Tu iras peut-être nous voir. Écoute, je ne sais pas quand c'est, tu me diras. Tu l'as bien vendu, en tout cas, j'ai envie d'y aller. Bon, merci beaucoup. Merci à vous tous, toutes et tous. Et à très vite pour une prochaine web formation. Allez, au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir.